Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va, ça va. Alors, on va avec l'actualité internationale? Oui. On va où? On va en France. On va parler de justice ce matin. Il faut savoir que lundi dernier, le 29, c'est ouvert au tribunal correctionnel de Paris le procès intenté par l'État français contre Pascaline Ferry-Bongo, la fille aînée du défunt Omar Bongo Ondimba et sœur aînée de l'ancien président Ali Bongo, pour corruption passive d'agents étrangers. Alors, qu'est-ce qu'il lui est reproché? Il lui est reproché qu'à l'époque, entre 2010 et 2011, à l'époque où elle était haut représentant personnel du président Ali Bongo, il lui est reproché d'avoir noué un partenariat fictif avec une grosse société française qui s'appelle Aegis Route pour justement permettre à cette entreprise-là de bénéficier de marchés publics au Gabon en échange d'une rétrocommission de 8 millions d'euros qui fait à peu près 5 milliards de francs CFA versés par le canal d'une des entreprises dont elle serait la propriétaire, c'est l'entreprise Shift. Alors, tous ces propos, évidemment, sont à lire, qui ont été révélés par le journal Libération, le journal d'investigation français. Et donc, lundi, il y avait donc l'ouverture de ce procès-là. Donc, la justice française reproche justement à Pascaline Bongo d'avoir favorisé ce partenariat-là en échange, évidemment, de privilèges, notamment financiers. Et donc, Pascaline Bongo, bien entendu, était donc elle-même présente au tribunal correctionnel de Paris en présence de son avocat, Madame Corinne Dreyfus-Schmidt. Cette dernière a d'abord, lors de sa plaidoirie, qui a commencé même le lundi, elle a expliqué que déjà elle avait botté en touche l'ensemble de la procédure parce qu'elle estime que les faits se sont déroulés il y a 14 ans sur le territoire gabonais, alors que évidemment elle est jugée ici en France, et que à l'époque, Pascaline Bongo n'avait pas, si tu veux, le pouvoir ou l'influence, elle n'avait plus l'influence sur le pouvoir, de pouvoir permettre ou favoriser l'octroi d'un marché public. Pour revenir encore un peu plus dans les détails, il faut savoir qu'entre 2010 et 2011, en fait, le président Ali Bongo, lorsqu'il arrive au pouvoir, il décide de créer l'Agence nationale des grands travaux, qui est qui était devenu un organisme autonome qui avait pour mission de superviser l'ensemble des projets d'infrastructure du pays, que ce soit les routes et les stades, et l'ensemble des projets immobiliers qui étaient lancés par l'État gabonais. Et donc, c'est dans ce cadre-là que, justement, le directeur opérationnel, le directeur des opérations de Aegis Route, qui est une grande société française qui est également spécialisée dans des infrastructures, va se rapprocher de Frank Ping, qui est le fils de Jean Ping, à travers une connaissance commune qu'ils avaient au Cameroun. Et il ne faut pas oublier que Frank Ping est le fils de Jean Ping, qui est l'ancien compagnon de Pascaline Bongo, avec lequel il a notamment 2 enfants. Et donc, c'est à travers ce canal de Jean Ping que, évidemment, le rapprochement est fait entre la société Aegis Route et l'ancienne directrice de cabinet de Omar Bongo Ondimba. Et donc, à partir de là, selon toujours les propos qui sont divulgués par le journal Libération, c'est au cours de ces échanges-là qu'il aurait été proposé à Pascaline Ferry-Bongo en échange d'un contrat, en échange de l'obtention auprès de l'Agence gabonaise des grands travaux d'un contrat de consultant à Aegis Route, le paiement d'une rétrocommission de à peu près 5 milliards de francs CFA. Alors, donc, comme je l'ai dit, son avocate a botté tout cela en touche parce qu'elle estime que les faits déjà sont les faits sont lointains, 14 ans, et qu'à l'époque, elle ne représentait plus rien en termes de pouvoir et d'influence au Gabon, même si elle occupait un poste public en tant que représentante personnelle du président Ali Bongo, et même si elle disposait encore d'un bureau au sein de la présidence de la République gabonaise, puisque c'est dans les locaux même de la présidence de la République française qu'elle aurait qu'elle aurait eu des entretiens avec les dirigeants de Aegis Route. Justement, la justice a reproché justement à ces dirigeants-là, notamment à Christian Logier, qui est le directeur général de Aegis, en demandant comment se fait-il qu'une personnalité publique
avec laquelle vous nouez un partenariat vous reçoivent au sein d'une institution publique. Est-ce que vous n'avez pas vu là un conflit d'intérêts? Et Christian Logier d'expliquer qu'en réalité, selon les rapports qu'il aurait reçus, Pascaline Bongo avait été éjectée du poste de directrice de cabinet du président de la République et que, en termes d'influence, elle ne représentait plus grand-chose. Et donc, de ce point de vue, il n'y avait pas, à leurs yeux, de risque de conflit d'intérêts. Sauf que, évidemment, lorsque l'on analyse véritablement une telle réponse, cela est assez étonnant puisque les échanges entre Pascaline Ferry-Bongo et les dirigeants des GIS se sont faits au sein de la présidence, dans un bureau de la présidence. Donc ça veut dire que si elle avait toujours un bureau de la présidence, au moment des faits, ça soulignait qu'elle avait encore au moins des entrées et au moins elle disposait encore de réseaux, de canaux pour pouvoir obtenir ce marché-là à l'entreprise Aegis. Et donc, bien entendu, les responsables des GIS ont ensuite expliqué que même si par la suite, ils ont classé Pascaline Bongo en PPPE, c'est-à-dire personnalité publique potentiellement exposée, c'est-à-dire des personnalités publiques qui sont certes connues, ont certes un réseau relationnel, mais qui sont exposées parce qu'il y a un risque de conflit ou un risque de conflit d'intérêt ou autre. Ils l'ont classé en PPPE à partir de 2011, mais ils vont quand même continuer ce partenariat-là. Et donc, justement, ce que la justice française reproche aux dirigeants des GIS qui sont poursuivis pour corruption active, ainsi que, évidemment, l'homme d'affaires Franck Ping, ainsi qu'une avocate française qui s'appelle Danielle Palazzo-Gauthier. Toutes ces personnes-là, Franck Ping et Daniel Palazzo-Gauthier, eux, sont poursuivis pour complicité de corruption passive d'agents publics étrangers. Alors, pour revenir à la plaidoirie de l'avocate de Pascaline Ferry-Bongo, qui explique que, évidemment, l'affaire se déroulant sur le territoire gabonais, elle ne peut donc pas être jugée en France. Le problème, c'est que l'entreprise qui est soupçonnée de corruption active est une entreprise française et que l'une des principales protagonistes, en l'occurrence Madame Pascaline Ferry-Bongo, dispose de la double nationalité gabonaise et française. Et donc, en l'occurrence, elle est aussi soumise aux lois françaises. Et c'est donc dans ce cadre-là que cette dernière aussi est poursuivie. La même chose pour M. Franck Ping, qui lui aussi dispose de la double nationalité gabonaise et française et qui est également poursuivi pour complicité de corruption passive. Alors, donc, les plaidoiries sont prévues pour se tenir jusqu'à vendredi prochain. À partir de là, on saura la date à laquelle le verdict va tomber. Est-ce qu'il y aura des condamnations qui seront distribuées et quelles seront les sentences? Mais ça, évidemment, lorsque l'on regarde cette histoire, ça met véritablement en avant, ça met véritablement en exergue si tu veux, le principe de relationnel, des noyaux d'influence, des réseaux d'influence, les conflits d'intérêts qui étaient particulièrement, l'empreinte même des pratiques de l'ancien régime, que ce soit pas seulement sous Ali Bongo, ça a commencé même sous Omar Bongo Ondimba, mais cet ensemble de réseaux d'influence où évidemment on se octroie des marchés au mépris total de tous les principes de bonne gouvernance, notamment les principes qui devraient empêcher qu'il y ait des conflits d'intérêts. Et bien tout ça montre que évidemment on voit comment la plupart des entreprises étrangères et qui continuent aussi à travers les canaux, à travers des réseaux d'hommes d'influence, de mettre la main sur la plupart des grands projets, sur la plupart des ressources également, ça va même plus loin, jusque dans les ressources. Et surtout, ça montre aussi le niveau de corruption extrêmement élevé qu'il y a dans nos administrations. Hein. Et donc ça aussi, je pense que ce procès-là on doit le regarder de très près, non pas seulement pour nous intéresser à la personne de Pascaline Ferry-Bongo. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'à l'époque, dans nos hautes administrations, au sein de nos plus hautes institutions, eh ben, ce type de comportement avait pu être accepté, avait pu passer, et quelles conséquences cela a eu notamment pour le devenir de notre pays, pour l'avenir de notre pays, l'impact très négatif que ça a eu sur l'économie, puisque, une fois de plus, c'était la plupart du temps des entreprises étrangères qui ont les meilleurs marchés, qui ont accès aux ressources du pays au détriment des populations locales, au détriment, évidemment, des Gabonais. Jean-Paul, Volodymyr Zelensky, il a disparu des caméras.
Non, il n'a pas disparu. Disons il a vraiment de la peine à exister, puisque en réalité, on rend compte que ce qui faisait la force, entre guillemets, de Volodymyr Zelensky, c'est sa surexposition médiatique. Sa surexposition médiatique était fortement aussi encouragée et soutenue par les médias occidentaux. Or, on voit aujourd'hui que l'actualité internationale, malheureusement, est venue, si tu veux, détrôner le conflit en Ukraine, à savoir le conflit israélo-palestinien, parce que, évidemment, comme je l'ai dit, Israël occupe une place plus importante dans la diplomatie américaine que l'Ukraine. Et il faut savoir que l'Ukraine est un proxy américain contre la Russie. Et donc, de ce point de vue-là, on voit encore aujourd'hui que, notamment lors de la prochaine élection présidentielle qui aura lieu en novembre prochain, il y a deux visions de l'Amérique qui s'opposent. Il y a une vision de Joe Biden qui estime que là, on doit continuer au nom de la démocratie et autres à soutenir l'Ukraine. En réalité, il n'en est rien. La volonté de Joe Biden, c'est de continuer le conflit tant qu'il y aura des Ukrainiens pour aller se battre, pour essayer hypothétiquement d'affaiblir la Russie. Or, en espérant, en fait, ils avaient pensé que en déclenchant la guerre en Ukraine, la Russie devait tomber dans une espèce de s'enliser dans un conflit long, un peu comme les Américains l'avaient vécu au Vietnam dans les années 60, et comme aussi la Russie l'avait vécu dans les années 80. Il ne faut pas l'oublier. La Russie avait tenté d'envahir l'Afghanistan à partir de 1979. Il s'était retiré 10 ans plus tard, en 1989. Et donc tout ça a fait que les Américains pensaient, ou du moins l'administration Biden pense que en poussant les Ukrainiens, en les soutenant, avec bien entendu la complicité des pays occidentaux, des pays européens, ils vont parvenir d'une manière ou d'une autre à essayer d'affaiblir la Russie. Or, lorsque l'on regarde les chiffres à la fois économiques et financiers, lorsque l'on regarde l'influence de la Russie à travers la planète, on se rend compte que c'est plutôt l'effet inverse qui s'est produit. Pourquoi ? Parce que les pays occidentaux font face à un revers économique lié aux sanctions qu'ils ont unilatéralement décidé d'appliquer à la Russie, l'augmentation de la vie, donc l'inflation, le coût de la vie, l'inflation. On le voit même en France aujourd'hui. Il y a une grogne des agriculteurs, il y a eu une grogne aussi des ouvriers il y a quelques semaines en Allemagne du fait de la vie chère. Donc il y a l'inflation qui est très élevée, il y a le fait qu'ils ont de plus en plus de difficultés à accéder aux ressources énergétiques, donc au pétrole. Le pétrole ou le gaz qu'ils avaient de manière privilégiée à un coût extrêmement bas, eh bien, ils ont décidé de s'en passer. Donc ils ont maintenant des difficultés à pouvoir trouver un fournisseur aussi fiable et efficace que le fournisseur russe, et ça, c'est pas donné. L'un des pays qui en souffre le plus, c'est véritablement l'Allemagne. L'Allemagne qui a basé son modèle économique sur une proximité énergétique avec la Russie, se voit à travers sa position, à travers son choix unilatéral de se passer de ce pétrole et de ce gaz russe là dans une situation où elle a maintenant du mal à faire démarrer son économie. Depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne est rentrée pour la première fois en récession. C'était en 2023. De toute son histoire, elle n'avait jamais connu de récession. Et donc cette situation est très très inquiétante parce que maintenant on le voit, les agriculteurs en Allemagne ont du mal. Ils ont du mal à accéder à un prix de carburant qui soit abordable. La même chose pour les entreprises dont si tu veux, l'énergie principale qu'ils utilisaient, c'est le gaz. Et donc, il faut savoir que lorsque l'Allemagne avait décidé en 2011 de se passer du nucléaire, ils s'étaient donc massivement tournés vers le gaz russe qui est venu compenser la fermeture de centrales nucléaires. Or, aujourd'hui, et bien entendu, ce gaz-là, on l'a couplé avec ce qu'on appelle des énergies intermittentes, donc l'éolienne, le solaire et quelques barrages hydroélectriques. Or, aujourd'hui, il faut savoir qu'en se passant du gaz russe, eh bien, ils se sont passés de 60 ou 70% de leur mix énergétique. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont dans de graves difficultés. Et en tant que moteur économique de l'Europe, si l'Allemagne va mal, eh ben, c'est l'ensemble de l'Europe qui va mal. On a vu aussi que l'assistance américaine, c'est-à-dire le fait que les Américains aient dit aux Allemands, ne vous en faites pas, aux Européens de manière globale, ne vous en faites pas. Le gaz russe dont vous avez décidé de vous passer,
avec notre bénédiction, nous allons, nous, essayer de le compenser en vous apportant notre gaz de schiste. Sauf que le gaz de schiste vendu en Europe, il est vendu à un prix qui est 4 fois supérieur à celui vendu sur le territoire américain. Donc, il y a un problème de compétitivité. Donc, il y a un certain nombre de lois, comme l'Inflation Act, qui avait été pris en novembre dernier par le gouvernement Biden, qui viennent encore renforcer, si tu veux, la domination des entreprises américaines et créer aussi un déficit entre l'Europe et les États-Unis, puisque les conditions justement qui permettent aux entreprises actuellement industrielles de prospérer, c'est d'avoir accès à de l'énergie peu chère et disponible en grande quantité. Or, en favorisant aussi à travers des aides fiscales l'implantation d'entreprises étrangères sur le territoire américain, les Américains donc poussent les Européens à se délocaliser, à quitter l'Europe pour venir s'installer aux États-Unis dans les zones où véritablement il y a un véritable désert industriel qui s'est installé. Donc il y a le véritable gagnant de cette guerre en Ukraine, c'est les États-Unis. Et donc tant que les États-Unis verront qu'il y a un président Volodymyr Zelensky qui est prêt à continuer à sacrifier des hommes et des femmes pour aller combattre un ennemi que l'on sait qu'il ne pourra pas vaincre un jour, et si derrière il continue à toucher des dividendes, il faut savoir que aussi 60% des terres agricoles... Et donc en fait, quand les États-Unis disent qu'ils donnent 12 milliards en armement en Ukraine, et en fait, ils donnent les 12 milliards là aux entreprises américaines qui fabriquent les armes. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qui paye les 12 milliards en réalité. Vous allez vous rendre compte que les 12 milliards en armes produites par le complexe militaro-industriel américain, certes, mais payées par les partenaires américains, principalement européens, sous deux formes. Il y en a qui payent directement. En fait, ils ne payent rien. Et le reste, il y a une infime partie qui est donnée sous forme d'aide, le reste est payé sous forme de dette. Donc, la dette des pays européens vis-à-vis des Américains ne cesse de croître de ce point de vue-là pour continuer à financer cette guerre en Ukraine. Pourquoi ? Les Européens sont obligés parce qu'ils sont dépendants en matière de défense des États-Unis. On leur a fait miroiter, on leur a fait croire que leur principal ennemi, la principale menace qui pèse sur leur sécurité, c'est la Russie. Et donc, pour garantir cette sécurité-là, il faut un bouclier qu'on appelle l'OTAN. En réalité, c'est un bouclier américain. Et donc, si les pays européens veulent continuer à bénéficier de ce bouclier qu'on appelle l'OTAN, il faut qu'ils se plient aux exigences américaines. Donc, les Américains disent qu'il faut soutenir l'Ukraine, on soutient l'Ukraine. Les Américains disent qu'il faut fournir des armes à l'Ukraine, mais qui est le plus gros producteur d'armes ? Lorsque l'on regarde la liste de ces producteurs européens, l'Europe produit très très peu d'armes en quantité en comparaison avec les États-Unis. Ce sont les Américains. Donc, ils vendent leurs armes. Et donc, qui payent, ce n'est pas les Américains. Parce qu'eux, ils ne vont pas perdre de l'argent. Tout au plus, ils veulent accroître leur influence et gagner de l'argent derrière aussi. Et donc, de ce point de vue-là, ils ont réussi. Pourquoi ? Parce que le nombre de pays de l'OTAN a augmenté. On a vu la Finlande, la Suède qui ont aussi adhéré à l'OTAN et donc qui vont aussi s'ajouter dans la longue liste des gens qui vont dépenser de l'argent pour aider l'Ukraine. Et en plus, on a vu redémarrer les budgets d'armement des pays européens au profit des Américains, parce que le principal fournisseur en armes de ces pays-là, on prend la Pologne qui a multiplié son budget militaire par 4, ces pays-là achètent principalement des armes aux États-Unis. On a vu aussi l'Allemagne qui, pour la première fois de son histoire, a mobilisé plus de 100 milliards d'euros en termes d'achat d'équipements, mais ces achats d'équipements ces achats-là ne seront pas faits par des fournisseurs européens, pas français, pas britanniques, non, mais à 100% des fournisseurs américains. Merci, Jean-Paul est avec nous ce matin pour l'actualité internationale sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.